Saviez-vous que Brevard s'inspire d'un poème, que le tournage s'est déroulé dans le lieu le plus pluvieux de toute l'Europe, que des chevaux ont été construits spécifiquement pour le film, et que l'œuvre contient en elle-même une romance anachronique? C'est ce que nous allons découvrir dès à présent. Générique. Lorsque Mel Gibson s'engage sur le tournage de Braveheart en 1994, le comédien proche de la quarantaine possède déjà une importante carrière. Révélé en 1979 par George Miller dans Mad Max, il solidifie son statut de star hollywoodienne avec le succès de la saga L'Arme Fatale. En 1989, l'acteur fonde Icon Productions, sa propre société de production indépendante. Ainsi, des projets postérieurs à cette date porteront son implication personnelle. En 1993, il réalise son premier long-métrage, L'homme sans visage. Devant et derrière la caméra, il apprend à acquérir la polyvalence nécessaire pour concrétiser son œuvre. Un an plus tard, Mel Gibson finance via sa société Braveheart. Grâce à sa popularité, l'acteur-réalisateur signe un film épique de près de 3 heures. Un genre en voie de disparition à Hollywood. Lors de sa sortie en salle, le film connaît un important succès critique et public et rapporte plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Braveheart remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. La consécration de la profession. Je vous propose un voyage au cœur des coulisses du long métrage, ainsi que l'analyse de plusieurs séquences emblématiques que nous allons voir ensemble. Inspiré de faits réels, le film de Mel Gibson met en scène le chevalier William Wallace. Né en 1270, ce personnage entre définitivement dans l'histoire en mai 1297. L'Écosse de la fin du XIIIe siècle se trouve en proie à la menace de l'Angleterre. En 1290, Marguerite de Norvège, héritière du trône d'Écosse, meurt. Âgée de 7 ans au moment de son décès, elle devait épouser Édouard de Cernavon, le fils du roi d'Angleterre Édouard Ier. Ce dernier souhaite sceller une union entre les deux pays voisins. Après la conquête du pays de Galles en 1295, Édouard Ier, surnommé le Sec en raison de ses 1,90 m, s'intéresse de près à l'acquisition du territoire écossais. Le Parlement anglais approuve le projet de campagne militaire du roi. La mort de la petite Marguerite de Norvège pousse Édouard à intervenir. Face à lui, le roi d'Écosse John de Bailleul, lui-même nommé par le monarque anglais en 1292. Soumis sans cesse aux exigences d'Édouard, Bailleul conclut une alliance en 1295 avec la France et envahit le nord de l'Angleterre. Capturé en juillet 1296, il est enfermé dans la tour de Londres. Comble de l'humiliation, Édouard Ier s'empare de la pierre de Scone, symbole de la monarchie écossaise, qu'il place dans l'abbaye de Westminster en 1297. Face à la soumission de l'Écosse à la puissance britannique, un chevalier se soulève. William Wallace, considéré aujourd'hui comme un héros national, organise avec une trentaine d'hommes un raid sur Lanark, en Écosse, en mai 1297. S'ensuit une spectaculaire attaque sur le pont de Stirling contre l'armée anglaise, le 11 septembre 1297. Une victoire écossaise encourageant la poursuite de la révolte. Selon la légende, William Wallace aurait déclaré aux Anglais « Retournez dire à votre peuple que nous ne sommes pas venus en faveur du maintien de la paix, mais que nous sommes prêts à nous battre, à nous venger et à libérer notre royaume. » Accompagné de son partenaire Andrew Moray de Bothwell, il mène d'autres batailles dans le nord de l'Angleterre. En mars 1298, Wallace devient officiellement chevalier par l'intermédiaire de Robert Bruce, comte de Carrick et futur roi d'Écosse. Commandant en chef des armées, il subit un premier revers lors de la bataille de Falkirk en 1298. La guerre d'indépendance de l'Écosse dure plusieurs années.
Peu d'informations révèlent l'itinéraire du guerrier des faits. Toutefois, il est capturé en 1305 à Glasgow. Emprisonné à Londres, Wallace fut accusé d'allégeance à la France, ennemie de l'Angleterre. Reconnu coupable de trahison, il sera pendu, éviscéré et écartelé. Si William Wallace meurt sans parvenir à accomplir sa mission, sa légende persiste grâce à un poème écrit par Henri le Ménestrel vers 1470. Le film de Mel Gibson s'appuie sur le récit du XVe siècle, une œuvre entremêlant la fiction avec la véritable histoire. Le scénariste Randall Wallace, en famille à Édimbourg, admire à l'intérieur d'un château la statue de son futur personnage principal. Apprenant sur le moment présent l'existence du guerrier, il s'intéresse de plus près à l'itinéraire emprunté par William Wallace. J'ai commencé à lire à son sujet, mais les faits réels de la vie de William Wallace ont été établis par les historiens. Ils sont minuscules, confie Randall Wallace. Ce héros écossais, aux nombreux mystères, nourrit les légendes à son sujet. Mel Gibson, amateur d'épopées hollywoodiennes tournées dans les années 60, découvre nombre de classiques à la télévision, parmi lesquels Les Grands Espaces, un western de William Wyler sorti en 1958, et Spartacus de Stanley Kubrick. Ce péplum avec Kirk Douglas inspire la mise en scène de Braveheart. Uniquement envisagé comme acteur principal, Mel Gibson se passionne véritablement pour l'Écosse du XIIIe siècle. Le script m'a été donné sur une base d'acteurs, mais j'ai senti que je devais raconter l'histoire, parce que je n'arrêtais pas de retravailler des scènes dans ma tête. Avant sa lecture du script, le comédien avoue ne pas connaître le nom de William Wallace. Il affirme vouloir développer une intrigue autour du thème de la liberté acquise par des actes de sauvagerie. Si Mel Gibson incarne le personnage principal, le metteur en scène choisit Catherine McCormack, une jeune actrice méconnue, pour interpréter le rôle de Muron, l'amoureuse de Wallace. Dans la peau d'Édouard Ier d'Angleterre, le réalisateur engage Patrick McGowan, héros emblématique de la série Le Prisonnier. De même, Mel Gibson salue l'expérience de Sophie Marceau, acquise depuis l'enfance dans le cinéma français. Elle est royale telle une statue vivante. Responsable du projet, il entame 85 jours de tournage prévus en Irlande. Sur le plateau, le cinéaste se lève plus tôt que son équipe technique. En effet, il doit préparer ses scènes avec un storyboard et doit prendre le temps de s'habiller en tenue écossaise. Il élabore des bandes dessinées pour visualiser le rendu final et regarde de nombreux films pour comprendre comment diriger une scène de bataille. 1600 membres de l'armée irlandaise participent en qualité de figurants et 3000 personnages travaillent sous la responsabilité de la production. Le tournage se révèle plus délicat que prévu. S'il conserve le budget initial, la durée passe de 85 à 105 jours. Face à la dureté de la tâche, Mel Gibson prend des vitamines pour maintenir son énergie. Une pluie torrentielle s'abat sur les décors extérieurs. Le réalisateur ignore qu'il tourne dans l'endroit le plus pluvieux de toute l'Europe. Sous la pluie, les prises se multiplient. Les comédiens jouent avec de la boue sur leurs vêtements et leurs visages. Le cinéaste conserve son sens de l'humour et installe une ambiance détendue sur le plateau. Il connaît les acteurs mieux que quiconque et s'entretient longuement avec son casting. Des tentes accueillent les figurants de l'armée venus récupérer leurs habits. L'armée de réserve, divisée en compagnies de 50 hommes, enfile en plus de 3 heures la garde-robe et doit être parfaitement maquillée. Avant de venir sur le plateau, chaque figurant doit s'asperger de boue. Des milliers d'armes en mousse et en métal sont créées. 9 chevaux mécaniques sont construits et testés. Ils se déplacent sur des rails avant de venir s'écraser au sol aux pieds des figurants. D'un coût de 140 000 $ l'unité, ils sont montés par une trentaine de cascadeurs. 3 chevaux mécaniques connaissent des accidents. Quant à Mel Gibson, il travaille la chorégraphie de ses corps à corps avec l'ennemi. Elle s'établit à partir des armes utilisées par le personnage principal, marteau, hache et maillet. Le réalisateur reconstitue la bataille de Stirling durant 6 semaines. 8 caméras enregistrent les moindres faits et gestes des figurants. Des membres de l'équipe technique tirent des flèches en caoutchouc sur eux, devant se protéger derrière leur bouclier. Pour parvenir à mettre en image une bataille, le cinéaste se remémore les méthodes adoptées par les principaux artistes qu'il a lui-même côtoyés par le passé. Lorsque la journée se termine, il se rend en salle de montage et travaille en écoutant des disques contenant des morceaux de cornemuse. Au sujet de la musique, Mel Gibson confie la partition au compositeur James Horner. Ce dernier emploie de nombreux enfants pour faire les chœurs ainsi qu'une riche section de cordes.
La légende de William Wallace à l'écran se constitue à partir de plusieurs traumas successifs. Le protagoniste, filmé durant son enfance, possède déjà une des caractéristiques du futur guerrier, son volontarisme. Face à son père se préparant à quitter le village sur son cheval, le fils souhaite l'accompagner. Dépeint comme un roturier en difficulté, le père de William était en réalité issu de la petite noblesse. Resté au foyer, le petit garçon aime se battre avec son meilleur ami. Malheureusement, son père meurt. Premier élément crucial poussant William à devenir un homme avant l'âge prévu. À l'enterrement, une petite fille lui tend une fleur en signe de compassion. Guerrier dans l'âme, William est aussi un grand amoureux. Lorsque son oncle emmène le garçon hors de son village, il n'oubliera pas le visage de la petite fille. Devenu adulte, Wallace revient au pays, respire l'air de son Écosse natale et retrouve la jeune Muronne devenue femme. Face à l'arrivée de chevaliers anglais à cheval, venus exercer un droit de cuissage sur les jeunes mariés, William épouse en cachette Muronne et lui confie vouloir des enfants. Une future vie de père l'attend. Pourtant, un soldat anglais remarque Muronne et la prend de force. William le repousse. Alors qu'elle tente de fuir à cheval, elle est frappée, puis ligotée et enfin exécutée, la gorge tranchée. Deuxième événement fondateur de la légende du protagoniste. L'Angleterre frappe 2 fois le héros, une à la tête à travers la mort de son père, un véritable mentor, l'autre au cœur par le meurtre de son épouse, personnage dont l'avenir suivait le même chemin que lui. En repoussant l'ennemi anglais de son foyer, Wallace incarne une figure de la résistance écossaise. Ses expériences personnelles nourrissent sa stature nationale. Parce que l'Angleterre lui a tout pris, il prendra tout au nom de l'Écosse. Son goût biologique pour la lutte s'exacerbera par la suite. Une nouvelle scène montre William adulte enterrant sa femme. Plus rien ne le retient dans son village. Dès lors, il prendra la tête de la rébellion contre la couronne. Sa douleur personnelle sera la source de l'unification d'un pays. Le réalisateur Mel Gibson déploie une mise en scène volontairement manichéenne. William et ses partenaires représentent les figures du bien contre l'envahisseur barbare anglais. Aucun Anglais ne trouve grâce aux yeux du cinéaste, si ce n'est la princesse Isabelle, femme du futur roi d'Angleterre Édouard II. Celle-ci avait 10 ans au moment de la mort de William. Une réécriture hollywoodienne d'une romance à l'intérieur d'une romance. Progressivement, exploit après exploit, le nom de Wallace résonne à l'oreille de la population écossaise comme celui d'un espoir. Le récit, raconté selon le point de vue de son noble ami, Robert Bruce, contribue à créer la légende du résistant. De même, les simples citoyens propagent des rumeurs à son sujet. Face à la figure mystérieuse de Wallace, ses contemporains lui fabriquent un passé et des réussites militaires. Il mène durant près de 10 ans une lutte acharnée contre l'envahisseur avant d'envahir lui-même le nord de l'Angleterre. Une colère sourde semble l'aveugler et le pousser à aller trop loin. En 1297, la bataille de Stirling marque le point d'orgue de la légende. Face à une armée anglaise nombreuse et bien équipée, Wallace et ses hommes remportent une grande victoire. Le monologue prononcé par Mel Gibson restera à tout le moins dans l'histoire du cinéma. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. Que vois-je? Toute une armée de compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est en homme libre que vous êtes venu vous battre, en homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre. Un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous d'échanger toutes vos tristes vies épargnées à Stirling pour une chance de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis, car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Criant sa révolte, brandissant son épée et demandant aux Anglais de rentrer chez eux, William Wallace personnifie le soulèvement d'un peuple refusant la tutelle britannique. À la barbarie des Anglais, il répond par une barbarie similaire. Wallace applique la loi du talion et se dit lui-même insoumis. La liberté représente le thème majeur de Braveheart. William monologue tel un prêcheur ayant la foi. Une question se pose alors. Naissons-nous naturellement libres ou le devenons-nous? Dans le cas de William Wallace, celui-ci se voit arracher ses êtres chers et condamné à subir la domination anglaise. Il acquiert véritablement sa liberté par un acte de résistance. Il n'obéira pas à la loi imposée par son ennemi. Sa conscience l'émancipe des règles édictées par l'État britannique. Le personnage illustre la phrase suivante du philosophe Fichte. Être libre n'est rien, devenir libre est tout. L'homme ne naît pas naturellement libre, ce sont ses actes qui lui permettent sa mise en œuvre.
Il ne peut y avoir de liberté que face à l'oppression. En s'émancipant de son statut de vassal, William revit dans le combat. Paradoxalement, sa pulsion vitale s'exprime dans une confrontation directe avec la mort. Dans la dernière partie du long métrage, la glorification du protagoniste passe par sa représentation au sommet d'une montagne. En agissant en homme libre, il semble devenir un dieu vivant. Mel Gibson use d'une symbolique chrétienne pour mettre en scène la mort de son héros torturé sur la croix. Cette imagerie se retrouve dans les œuvres postérieures du cinéaste. Nous pensons à la Passion du Christ et à Tu ne tueras point. Au seuil de la mort, Wallace crie une dernière fois le mot liberté. L'insoumission jusqu'au bout face à un obscurantiste lui demandant de s'apostasier. La liberté par le refus de l'obéissance. En conclusion, la construction du mythe de William Wallace à l'écran se développe à partir de deuils successifs. Sa volonté et sa détermination lui permettront de s'émanciper de son statut de vassal de la couronne d'Angleterre. Plus qu'une simple libération personnelle, William incarne la révolte de tout un peuple. Sa lutte pour l'indépendance rejoint de nombreux autres à travers la grande histoire. Face aux injustices, un homme se lève et prend la tête de la dissidence au nom de la liberté. William Wallace symbolise donc une idée. Malgré les embûches, il ne brade pas ses convictions, et pour cette raison, son nom reste dans la mémoire des Écossais. Braveheart, en somme, met en scène un personnage entré dans l'histoire par son insoumission. Pour encore approfondir le sujet de l'histoire de l'Écosse, je vous recommande la lecture des œuvres du romancier Walter Scott, lui-même écossais. J'en citerai deux, Waverley en 1814 et Rob Roy en 1817. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.